Hello Cédric. Bonjour Edouard. Projet ambitieux qu'on a aujourd'hui, essayer d'expliquer comment se déroule un paiement en ligne d'un bout de la chaîne à l'autre. Oui. Ce qui est bien compliqué, rempli d'acronymes et de termes techniques entre les acquireurs, les chaînes, les Va falloir bien interchanges. s'accrocher, mais on va essayer d'expliquer ça de manière didactique. Voilà, ça serait génial. Voilà. Bon, donc, on démarre par Monsieur Van Pieperzeel qui veut acheter quelque chose en ligne. Jusque-là, Jusque-là, ça va. Pour ça, il va aller sur un site e-commerce et il va faire un checkout. Il a choisi ce qu'il voulait acheter. Il est sur son site, donc là on est du côté du marchand. Voilà. Il veut acheter 3 pizzas. ouais. On va faire simple. 3 pizzas, le total 30 €. Okay. Aujourd'hui, ça va? 3 pizzas. C'est honnête. Ok. Alors, quand il dit qu'il veut payer, derrière ça, c'est pas le marchand lui-même qui s'occupe du paiement. Non. Il a un fournisseur pour ça, on dit un PSP, Payment Service Provider. Et le PSP, en fait, derrière, va lui permettre de rediriger vers une page dans laquelle il va pouvoir choisir sa méthode de paiement. Voilà. Qui est externe ou parfois intégré dans le site. Ouais, ça peut être embedded payment method. J'écris super bien. Non, nickel. Voilà. Donc c'est le PSP. Ça, c'est le PSP. Ouais. Et en fait, c'est quelle partie du PSP? On appelle ça une hosted pages quand il a fait une redirection, ou alors s'il l'a choisi ici, on va parler d'un embed. Ok, voilà. Donc une hosted pages, HP. Et là donc, il va choisir sa méthode de paiement, Voilà. mais il va pas faire que ça. Il va aussi introduire les données de sa carte. Oui. Souvent. Déjà pouvoir classiquement choisir entre éventuellement du Visa ou du Bon Contact. Visa, tout à fait, banque contact, voilà. Il peut mettre les données de sa carte ou il peut payer par QR code. On va parler de la carte pour commencer, pour expliquer cette partie. Donc ici, il va mettre son numéro. Okay, il va aussi mettre l'expiration, etc. Enfin, toute une série de paramètres pour sa carte. Ces informations sont évidemment très sensibles. Oui. Tu veux pas que je connaisse les données de ta carte, je pourrais l'utiliser, c'est pas le but. Donc, pour ça, il y a quelque chose qui s'appelle le PCI DSS, okay, qui dit quelles sont les obligations du PSP ici en termes de gestion de ces données très sécurisées. Oui. PCI compliant pour Et pouvoir être PSP. voilà, exactement. Cette partie-là, donc on a dit c'est une hosted page. Derrière là, et donc en fait c'est juste une page web, comme tu aurais l'habitude de le faire ici, sauf qu'elle va gérer ces données un peu plus sensibles. Où est-ce qu'elle va les mettre, ces données? En fait, elle va les envoyer à un gateway. Ça devient loin, ouais, c'est pas grave. Gateway, je vais revenir par ici après. Le gateway, lui, il reçoit ces informations et il va communiquer avec un acquéreur. Voilà, on rentre déjà avec pas mal de termes. Ouais, on va expliquer chacun. Donc le gateway, c'est un espèce de serveur qui recueille ces informations sécurisées de la carte et qui les transmet vers l'acquéreur. Et qui permet, j'imagine, à ce que chaque PSP ne doive pas avoir un contrat avec chaque acquéreur, en imaginant que derrière existent tellement de solutions différentes Alors, qu'il faut bien qu'il y ait un... souvent, le PSP, le gateway et l'acquéreur sont fournis par la même solution. Ah, ok. C'est la même entreprise derrière. Worldline, ils sont acquéreurs, ils ont leur gateway, ils ont leur page pour présenter les paiements, ils font tout ça. Voilà. Okay. C'est pas toujours le cas. On va expliquer comment ça peut être réparti, mais c'est pas toujours le cas. L'acquéreur, lui, il est connecté à Visa, le schéma. Parce que il y a une carte Visa qui a été introduite ici, donc on va communiquer avec Visa pour savoir est-ce que cette carte est validable, est-ce que le paiement peut se passer. Visa ne connaît pas le solde du compte de Monsieur Van Pieperzeel. Pour ça, Visa va communiquer avec la banque de VP, qui lui a donné sa carte. Okay, donc lui, il a un contrat avec sa banque. Il a une carte, il a un solde associé à ça, et du coup, il va pouvoir dire
est-ce que, oui, maintenant, Van Piepersele peut payer 30 € avec la carte qu'il a là. Ça, c'est clair. On est passé donc par tous ces éléments-là. Le gateway ici, on peut aussi lui donner le nom de processeur. C'est un peu la même chose entre ici la page qui va être présentée et le traitement qui va être fait avec l'acquéreur. Et ici, tu as utilisé un terme, la chez machine. Le scheme. Ouais, Ouais. ça c'est le scheme. Et ça c'est quoi derrière? Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? C'est n'importe quel... Alors, les schemes sont ceux qui fournissent les méthodes de paiement. Donc, on connaît le réseau Visa, Mastercard, mais Bancontact est un autre scheme. L'initiation de paiement en open banking avec les banques, c'est encore un autre scheme. Le virement, c'est un scheme. Le prélèvement par domiciliation, tout ça sont des En schemes. Hollande, IP, ID, en Hollande, tout à fait. Donc, tout ça sont des schemes différents. Oui. Certains se basent sur des cartes, certains se basent sur des applications, sur des wallets, etc. Donc voilà. Donc là, on a vu tous les acteurs, le site e-commerce, ses hosted pages avec le gateway qu'il y a là, le processeur communique avec l'acquéreur communique avec le schéma communique avec la banque émettrice de la carte, et puis finalement, comme ça, on revient. Le client, quand il a mis son numéro de carte, il va quand même avoir une sécurisation supplémentaire, donc le 3D Secure, oui, qui va se mettre ici. Éventuellement débréable en fonction de paramètres. Voilà, éventuellement il ne sera pas demandé, mais pour 30 € pour sa pizza, c'est possible qu'il y ait un 3D Secure qui soit enclenché. Il va alors devoir confirmer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer dans sa confirmation? Il va se passer qu'en fait la banque et le schéma vont lui dire attention, avec l'acquéreur, vont lui dire attention, pour cette transaction, j'aimerais une sécurité supplémentaire. Donc au niveau ici de mon gateway, active-moi le 3D Secure, montre-moi la page de la banque pour pouvoir confirmer le paiement. Oui. Le client alors voit cette page-ci. Il introduit des informations supplémentaires. En Belgique, un It's Me ou son lecteur de carte, sa petite calculette pour pouvoir valider ça. Et alors, une fois que cette information est transmise, elle est envoyée vers la banque vérifie, c'est bien lui, il est autorisé, il est passé le 3D Secure, la transaction peut se passer. C'est pas fini. Juste pour comprendre, ce qui initie la gestion du risque, la fraude et le risk management, c'est le gateway qui dit attention. Le gateway va gérer la communication, la présentation des pages. Le processeur va communiquer avec l'acquéreur. L'acquéreur va être celui qui choisit s'il faut ou pas activer le 3D Secure. C'est lui qui le définit. Et il le définit sur base de son profil de risque et de règles qu'il a lui-même pu mettre, comme tu dis, pour le débrayage, donc l'exemption qui pourrait être utilisée liée à cette transaction. S'il achète une pizza en ligne, il y a une exemption sur le montant, donc en dessous de 500 €, éventuellement, il pourrait activer cette exemption. Maintenant, j'ai quelqu'un de l'autre bout du monde, d'un pays pas très réputé, qui fait tout d'un coup une commande de 10 000 € sur ce site. Qui va ça dire beaucoup de pizzas. Oui, voilà. Mais du coup, justement, ça paraît très étrange par rapport à la moyenne du site. Oui. À quel moment ça va déclencher de se dire oulala. Alors, comme on l'a dit, l'exemption, elle vaut jusque 500 €. Donc à 10 000 € ou 10 millions d'euros, on est certainement au-dessus de ça. Donc là, c'est pas possible. Il faut passer par le 3D Secure. Okay. Mais s'il était à 30 €, mais qu'il achète sa pizza depuis Haïti pour un site en Belgique, c'est peut-être quand même un peu bizarre. Oui. Et donc l'acquéreur peut, par mesure de sécurité, quand même choisir d'activer le 3D Secure s'il se dit qu'il court un risque supplémentaire sur cette transaction. Donc là, il y a depuis où il est, Haïti, ou qui a émis sa carte, ou enfin voilà, il y a. Tout à fait. Il a toutes ces informations qui sont à disposition pour faire sa gestion du risque et choisir si il veut l'activer ou pas. Il y a un autre élément pour l'acquéreur, c'est que le risque au final, il est pris par lui. Donc ça, il faut bien comprendre que les 30 € ici, si Van Piepersele plus tard vient contester la transaction et vient dire « j'ai jamais commandé de pizza, d'ailleurs je les ai jamais reçus », il va pouvoir dire ça, il va pouvoir le dire à sa banque va revenir vers Visa va revenir vers l'acquéreur et l'acquéreur va dire un chargeback, c'est comme ça qu'on appelle ça. L'acquéreur va avoir alors une demande du client pour l'annulation d'un paiement qu'il a fait. En sachant que Visa, comme Amazon, en général, considère que le client a raison, c'est à charge du vendeur de prouver. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est que les 30 € qui avaient été collectés ici sur le compte de M. Van Piepersele ne sont plus disponibles chez l'acquéreur. L'acquéreur va devoir les rendre.
Si c'était 10 millions d'euros, il va faire plus attention que pour les 30 euros de la pizza ici. Et donc, ça peut expliquer pourquoi est-ce que c'est lui qui prend ces décisions. C'est lui qui, derrière, va devoir assurer s'il devait y avoir une annulation. Si je me permets de se poser la question, ces 30 euros, maintenant, ils doivent arriver sur la banque du marchand. Ouais. Qui envoie cet argent et quand? Parce que donc, avant, historiquement, il y a 10 ou 15 ans de ça, on prenait un contrat avec un PSP et on prenait un contrat avec à peu près chaque solution de paiement qu'on voulait intégrer à notre site. Ouais. Maintenant, classiquement, les PSP ont plutôt eux-mêmes une relation avec chaque solution de paiement et on travaille avec une espèce de wallet interne. L'argent n'arrive pas directement sur la banque, arrive sur le compte du PSP et ensuite on fait un withdraw. Oui, Enfin, oui. Il me semble que c'est le schéma le plus standard qui arrive maintenant, On va ce qui expliquer. pose des gros problèmes de réconciliation après les paiements. Mais... Donc, l'argent, les 30 euros, ils étaient sur le compte de Monsieur Van Pepersen. Oui. L'acquéreur, au travers de tout ce qu'on a expliqué ici, a autorisé une transaction à la banque de l'acquéreur, enfin de Monsieur Van Pepersen, il a autorisé une transaction pour que cet acquéreur aille chercher 30 euros là-dedans. Ce qui va se passer alors, c'est que ces 30 euros vont être envoyés ici, sur le compte de l'acquéreur. 30 Ok. euros. En fait, il va pas vraiment recevoir 30 euros. Il va recevoir 29 euros, disons 90. Ouais. Okay. Et pourquoi? Ben parce que Visa s'est servi dans cette transaction. Visa, en tant que schéma, donc on a ce qu'on appelle des scheme fees, et on a des des interchange fees qui sont en fait liés à l'émetteur de la carte qui sont arrivés ici. 29,90 €, est-ce que ça c'est correct? En fait, non, c'est pire que ça. Souvent, quand on considère l'interchange fee ici plus le scheme fee, pour une transaction par carte de crédit, on va avoir de l'ordre de 1% ici. Classiquement, du 1% plus 25 cents. 1%, voilà. Le 25 cents ne vient pas de là, on va y revenir après. Mais donc ici, en fait, la banque ne va pas prendre 1%, elle va prendre 0,3. Oui. On va expliquer. Donc ça, c'est l'interchange pour du crédit. Interchange. Okay. Et on a de la chance, en Europe, ce taux est fixé. Ok. 0,3. Donc 0,3, ça veut dire que la banque, ici, elle gagne 0,09 €. 9 C'est cents. pour ça que les banques aiment bien vous émettre des cartes Visa, parce que pour eux, c'est une activité relativement simple et rentable Tout à d'avoir des fait. clients avec des cartes Visa. Voilà. Elle a gagné ça. Le schéma, lui, il va prendre typiquement quelque chose comme un demi 0,05%. Ok. Ça fait pas beaucoup, c'est 0,05, Il n'y a pas un zéro de trop? il y a un 0 de trop. Donc 0,05%. Ça, sur ta transaction ici, ça représente pas grand chose. À 0,1, on sera à 3 cents, donc ici on est à 1,5 cents. Okay. Ça, c'est pris par Visa. Ouais. Oui. Et donc ici, combien est-ce qu'on reçoit? Bon, j'étais pas très loin. Oui. Disons 29 euros là. t'inquiète. Okay. Ça, c'est ce que l'acquéreur reçoit. Mais l'acquéreur, il doit aussi gagner sa vie. Et donc l'acquéreur, il va parler d'un prix au marchand. Et le prix, il va dire, il a le choix, il a deux modes. Il a ce qu'on appelle le blended et le IC++. On va expliquer ce que c'est. Oui. Donc, s'il fonctionne en blended, ça veut dire qu'il ne va pas considérer tous les différents types de cartes ici qui pourraient être utilisées par les clients et qui va donner un prix, quelle que soit la carte utilisée. Et il va dire, par exemple, 1%. Quelle que soit la carte, mais il va quand même faire un prix blended pour les cartes de particuliers, un prix pour des cartes professionnelles. Ça enfin, dépend. Il pourrait faire un blended pour tout, parce Ok. qu'il sait qu'ici, ils vendent des pizzas, qu'ils vont peut-être pas en vendre tellement aux professionnels. Il va se faire une idée de ça et il va pouvoir dire ça. Il va dire 1%, et puis là, comme tu disais, par exemple, 25 cents. Ok. Ça, c'est un prix blended. Le client, enfin le marchand ici, il sait à quoi s'en tenir, il va avoir une transaction qui va arriver, et voilà, ça va être ça le prix. Et puis, il peut utiliser ce qu'on appelle un IC++, et là, ça va être quoi? C'est un IC++, L'interchange ici. l'interchange qui est cette partie-là, le plus qui est le scheme fee, et le deuxième plus qui est ce que lui va avoir rajouté comme fee en plus.
Ok. Et donc, il va par exemple parler de, je sais pas moi, 0,5%. De nouveau, par exemple, 25 cents. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre les 0,3 qui sont ici, plus les 0,5 qui sont là, plus les 0,05 qui sont ici. Tout ça ensemble va arriver à un certain prix, plus les 25 cents fixes par On transaction. paye un prix plus juste, mais c'est beaucoup plus compliqué de se faire une idée de départ de combien va nous coûter notre solution de paiement. Pour Voilà. un petit marchand, c'est Parce que la carte de crédit ici, elle est fixée, mais que la carte de débit va avoir un autre prix qui sera inférieur Oui. en Europe. Si par contre la carte est émise aux États-Unis, il va peut-être payer 2% à la C'est place de 0,3. Et ça, le marchand ne le verra que quand il va faire sa transaction. Oui. Combien de cartes vont être émises aux États-Unis pour pour la pizzeria? Ici, probablement pas tellement. Et donc, ça va pas avoir une influence terrible sur le prix. Mais si par contre, ils vendent beaucoup en entreprise, là aussi, le prix n'est pas fixé. Oui. Enfin, le pourcentage pour l'interchange n'est pas fixé. Et ça veut dire que, de nouveau, là, on peut avoir 1,5, on a vu des 1,7 pour des Oui. Platinum, etc., qui du coup font que la banque gagne beaucoup plus sur ces transactions et qui paye, c'est le marchand. Et il y a, Quand on est en ICP. il y a 10 ans de ça, un PSP facturait plutôt de l'ordre de 2%. Ça a quasi été divisé par 2, ces paiements en ligne. Ouais. Et La c'est- concurrence est grâce à l'Europe qui a fixé Ok, ces pourcentages-là. ok. Mais alors, bon, du banc contact va classiquement être plutôt vers du 30 cents, Oui. au total sans pourcentage. Oui. Et pourquoi c'est qui prend moins dans la Ah. transaction? Alors, qu'est-ce qui se passe pour du banc contact? Donc, banc contact, ça n'est émis que par les banques en Belgique. La banque va avoir un interchange de 0,1%. Donc, ça, c'est banc contact. 0,1%. Avec un maximum de 0,05 euros. Ok. Donc, je fais une transaction de 100 euros. 0,1, ça me ferait 10 cents, mais en fait, ce ne sera pas 10 cents, ce sera 5 cents. Ok. La banque, sur cette transaction, gagne 5 cents. 5 cents. Très bien. Ici, le scheme, c'est banc contact. Banc contact, donc ça, c'est pour le... Ça, c'est IC. Ensuite, le scheme, typiquement, on va être de l'ordre de 1 eurocent. Ok. Donc, on n'est pas à 5, on est à 6. 0,06, ouais. Et le reste, ça va être pris par, typiquement, l'acquéreur ou l'acquéreur, le gateway, Voilà. le PSP, etc. Tous Et ceux qui donc, sont 25 derrière. cents plus 6 cents, on arrive à 30 cents. Voilà, tout à fait. Donc, on est à peu près au même prix ici au final. Simplement, ben voilà, ça a été distribué différemment. La banque a moins pris sur ces transactions que Visa et Master. Ça, c'est un peu le schéma belge aussi. J'ai l'impression qu'en France, souvent, le marchand, comme PSP, il utilise sa propre banque. Comme acquéreur et PSP, il a tendance à utiliser sa banque. Ouais. Oui. Parce qu'en France, donc avec carte bancaire, pour pouvoir avoir accès au réseau carte bancaire, les banques françaises ont bien cadenassé le truc. Et donc, souvent, pour être acquéreur en carte bancaire, tu dois être une banque. Et donc, c'est assez logique que ce service soit offert par la banque du marchand. Et alors, du Amazon Pay, Google Pay ou Apple Pay, Oui. finalement, Qu'est-ce qu'ils font? souvent, il y a une... Enfin, ils ont essayé d'être pure solution de paiement, mais souvent... Enfin, moi, je connais mieux le cas Google Pay, où derrière, il y a Un wallet. une carte. Voilà, enfin, Oui, c'est un wallet. ouais. Et dans le wallet, on met des cartes. Donc, c'est autrement. Donc ici, Monsieur Van Pieperzeel, il se trouve qu'il a sur son téléphone, il a un téléphone Android et il a un Google Pay. Il a un wallet qu'il a introduit chez Google et dans ce wallet, il a lié sa carte. On va reprendre la même carte Visa. Okay. Il a donné les données de sa carte dedans et le wallet connaît ces données pour pouvoir alors les utiliser dans les liens de paiement. Oui. Donc, Tu dois plus l'encoder. il doit plus l'encoder. Souvent, le 3D Secure peut être remplacé par les données biométriques du téléphone. Ouais. Donc ici, il va avoir un bouton Google Pay pour éviter de rentrer les données de sa carte. Effectivement, ça va être fait par biométrique pour cette partie-là. Ça va être plus simple pour le client. Et forcément, Google va prendre une petite partie de commission en plus qui va se rajouter alors à ce que fait la carte.
Pas une petite, hein, c'est quand même significativement Ça plus dépend. cher. Ah, Ça dépend. du Apple Pay, Ça dépend. du Amazon Pay, je pense, c'est plutôt proche des 3% que des 1%. Ben voilà. En prix de Donc, départ. on sait ce qu'il faut éviter. Mais donc oui, ça, ce sont les wallets avec des méthodes de paiement qui sont embarquées dans le wallet. Ce qu'on n'a pas encore fait, c'est on n'a pas encore expliqué où allait l'argent après l'acquéreur. Exact. Tu posais la question, ok, mais comment est-ce qu'il va arriver ici? L'un des moyens, tu en as parlé, c'est que ici, du côté de l'acquéreur, le marchand peut avoir un compte. Et donc, le marchand, Il accumule de l'argent là. voilà, son argent est ici. Tous les X de façon automatique. Attends, on va d'abord dire Ok. combien est-ce qu'il a, parce que Ah oui. imaginons qu'il était en blended. On continue notre opération ici à 30 euros. Donc 30 euros, ça représente 3,25 € de commission. Pas mal, hein, déjà. Ok, 3,25 €. Donc sur le compte du marchand, il n'y a pas 30 euros. Non. Il y a 26,75 €. Et puis à un moment, comme tu dis, le marchand pourrait choisir de faire un settlement pour pouvoir transférer, ou un withdrawal, transférer depuis ce compte-là vers ici son propre compte. Quand il va le transférer, puis j'espère pour lui en tout cas, il ne va pas avoir de frais, on sait encore voir ce qui va se passer. Souvent, il y a un peu des minimums. Souvent, Ouais. les acquéreurs aiment bien aussi que tu laisses un peu d'argent. Donc souvent, ils vont t'obliger de laisser Un matelas. un matelas, voilà, pour justement ces petits 30 euros éventuellement à rembourser, des choses comme ça. Voilà. Mais donc ici, tu pourras alors avoir ces 26,75 € qui arrivent. Ça, c'est si tu as fonctionné de cette manière-là. Chez Digitil, on ne fonctionne pas comme ça. Digitil, en fait, nous, on fonctionne en étant ce qu'on appelle un payment facilitator. Le payment facilitator, c'est quoi? En fait, c'est... On reprend ceci. Oui. Ok. Donc, je mets PFAC. On a le contrat avec le marchand. Ok. Il y a un contrat ici. Et ce contrat, il est pour la solution de paiement, l'acquiring, tout ça. Oui. On fait ça tout. Il a un seul contrat. Et derrière cette solution, on va mettre un ou plusieurs acquéreurs pour une ou plusieurs méthodes de paiement. Donc, on pourra avoir plusieurs de ces acquéreurs parce qu'on va les choisir. Celui-là est mieux, il va avoir meilleure conversion, celui-là est moins cher, etc. Donc, on fait tout ça. Il n'a pas besoin d'avoir son contrat avec chacun. Quand le paiement va être fait, l'argent va toujours aller vers l'acquéreur. Ça, c'est normal. Il ne va pas être conservé sur le compte du marchand ici. Il va être envoyé vers, hop, ici, Digitil. Ok. Ok, donc l'argent qui est là, les 26,75 €, pas exactement, en fait, les 29,90 € vont être envoyés ici. 29,90 €. Voilà. Sur un compte. Et de ce compte-là, ils vont être transférés directement sur ce compte-ci. Les 29,90 ou parce que Alors, combien vont arriver? 30 €. On fait de la Ouais. magie chez Digital. Tu vois? Donc, avec le gros avantage, je vais le dire tout de suite, donc pour la réconciliation, le comptable de la pizzeria qui a un ticket de caisse où il est marqué 30 €, il déteste voir 26,75 parce qu'il ne sait pas quelle transaction ça correspond. surtout qu'il n'a pas reçu 26,75 là, parce qu'il en a reçu, il a reçu les 100 transactions de la journée, il a reçu 2000 € Ouais. et il ne sait pas très bien à quoi c'est lié. Ici, il peut recevoir directement en un paiement une ligne sur son extrait de compte qui lui dit 30 € pour la transaction qui a eu lieu ici par le marchand. Et ensuite, une facture qui est émise Par Par Digitil à la fin du avec mois, le total de... toutes les transactions qui ont eu lieu avec un prix qui est discuté dans le contrat qu'on voit là. Ouais. Comment est-ce qu'on fait la magie? Parce qu'on avait 29,90 € ici, on a envoyé 30 €. Ben, on a payé de notre poche les 10 cents qui sont là Ouais. pour pouvoir Pour les compléter avancer. le paiement. On les a avancés et dans la facture, ben, forcément, il va les repayer sur base Bien sûr. du prix qui est là. Donc oui, on les avance pour que ce soit plus facile pour lui de réconcilier. Génial. Eh ben, un grand merci. Je sais pas si c'est plus clair. En tout cas, c'est la première fois que je vois un schéma comme ça qui aborde l'ensemble de la problématique et des points. Oui. Merci beaucoup pour ça, parce que c'est précieux. Enfin, c'est souvent des termes qu'on entend et dont on ne sait pas très bien comment les interpréter et quel est le point, et comparer les solutions de paiement entre ceux qui mettent lycée qui ne le mettent pas. Oui. C'est un C'est peu- souvent très difficile de comparer.
parce que les acquéreurs vont avoir tendance à chacun avoir leur politique tarifaire. Ici, on a expliqué une facturation simple, mais à ça, on va rajouter des évaluations pour le 3D Secure, on va peut-être rajouter des suppléments pour ça, on va peut-être rajouter d'autres choses dans la facturation qui va être finalement proposée au marchand. Et comme en plus, ce qui va lui être envoyé risque d'être ça, Ouais. c'est très difficile pour lui derrière de vraiment savoir Voilà. ce que lui a coûté chaque opération et comparer. Au mieux, il y a un fichier de réconciliation qu'il peut télécharger, que le comptable peut comprendre, et au pire, il se débrouille complètement, quoi. Ouais. Genre avec du PayPal, tu te débrouilles. Oui. Mais donc, le monde des paiements est compliqué, mais au moins, on a parlé des différents acteurs et du rôle de chacun. Maintenant, j'espère que c'est plus clair. Eh ben, en tout cas, je te remercie. Merci beaucoup pour ça. Voilà, avec plaisir.